Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous voici en géopolitique de la Russie, toujours à l'époque Brejnev. Alors, pourquoi? Voilà. Donc, les prochains cours auront lieu comme prévu, c'est-à-dire le mardi 2 mars, et seront mis en ligne soit le mardi 2 mars, soit le jeudi 4 mars. Bon. Et ensuite, ils resteront bien sûr en replay sur notre site. Vous voyez qu'il y aura donc un écart d'une quinzaine de jours prévu. Ça correspond aux vacances scolaires durant lesquelles traditionnellement notre université s'arrête. Je vous le dis, je pense faire un flash info dans ce sens. Si vous restez donc chez vous, profitez-en pour aller sur le site de notre radio, voir peut-être des podcasts, des émissions en podcast déjà enregistrées que vous n'avez pas eu le temps d'écouter ou la curiosité. Notamment, vous avez les entretiens, vous avez les archives orales de Bigorre. Et puis, allez bien sûr aussi, si vous souhaitez, si vous avez le temps, sur le site vidéo, notre chaîne vidéo, où là, vous avez de nombreux cours et vous avez maintenant les conférences et également le hors-programme. Alors, pour le moment, dans le hors-programme, nous sommes que deux, Loïc Béranger pour l'histoire de l'art et moi-même, donc, pour l'histoire tout court, à vous proposer des conférences, des vidéos, mais bon, nous en proposons un certain nombre. Voilà votre programme de vacances. Alors, nous attaquons aujourd'hui, donc, toujours dans l'URSS donc, de M. Brejnev, c'est-à-dire entre 1964 et 1982. Nous avons donc depuis déjà plusieurs séances examiné d'abord la façade. Le régime se veut une démocratie. Ensuite, nous sommes passés dans l'arrière-boutique et nous avons essayé de voir quel était véritablement le système Brejnev. Puis, j'en suis arrivé alors à une autre strate de cette période, c'est-à-dire la société, en dehors du Parti communiste, en dehors des dirigeants, comment se comporte ce qu'on appelle la société civile. Alors là, j'ai distingué plusieurs niveaux. Il y a d'abord dans cette société civile des personnes qui n'adhèrent pas aux préceptes imposés par le parti dominant. Donc, on ne milite pas au sein du parti. Dans le travail, à l'usine ou dans les kolkhozes, eh bien, on fait un strict minimum, mais on garde l'essentiel de son énergie pour des travaux clandestins. De même, j'ai parlé d'une autre catégorie de la population, très nombreuse, qui s'efforce de contourner le système imposé. Alors, c'est notamment la mise en place d'une économie clandestine, d'une économie parallèle, qui permet, compte tenu des défaillances de l'économie officielle, mais qui permet à un maximum de gens de survivre. Il y a également le maintien d'une pratique religieuse, que ce soit dans les zones musulmanes ou les zones chrétiennes. Certes, le régime veut imposer l'athéisme, dépense beaucoup d'argent à diffuser donc les bienfaits de l'athéisme, mais en réalité, une partie importante de la population demeure religieuse. Et enfin, j'en étais arrivé à un troisième contournement, c'est que le régime a beau proclamer que désormais, grâce à l'arrivée des bolcheviks au pouvoir, il n'y a plus de nationalisme, on n'est plus arménien, géorgien, balte, ukrainien, on est soviétique, on appartient donc à un même pays. Ça, c'est de la propagande. En réalité, dans chacun des pays subsiste un fervent nationalisme et ce nationalisme se réveille même
à l'époque de Brejnev est particulièrement virulent. Donc, je l'ai étudié rapidement, mais en Géorgie, en Arménie, en Ukraine et pour terminer, donc la dernière fois, dans les pays baltes. Alors, je vais en arriver pour montrer que dans cette société donc civile se développe une véritable opposition à l'époque de Brejnev. Et je vais commencer, ça sera le thème essentiel d'aujourd'hui, par parler, mieux définir, j'y ai fait allusion, mais je ne m'y suis jamais vraiment arrêté, ce qu'on appelle la dissidence. Et pour cela, j'ai décidé, pour varier un petit peu le cours, de partir d'un document paru en 1977, un article, et de l'analyser dans le détail. Je fais une parenthèse pour dire, parmi ceux qui viennent voir mes cours, viennent au cours, il y a des historiens comme moi, donc qui connaissent la méthode. Il y a d'autres personnes, les plus nombreuses, qui ne sont pas historiennes de formation. Alors, c'est à elles que je m'adresse, là, dans cette parenthèse, pour leur dire que l'exercice majeur en histoire, que l'on apprend dès qu'on met les pieds dans une section d'histoire à l'université, c'est le commentaire de documents historiques. Il n'y a pas d'histoire sans document, et donc l'analyse du document est l'exercice de base, l'exercice majeur. Donc, si vous voulez, nous allons, peut-être pas dans le détail, hein, mais nous allons le faire pour le document que je présente à l'écran, qui est reparti, mais il va revenir. C'est une déclaration à la presse soviétique, mais à la presse du monde entier, qui est faite le 14 janvier 1977 par un certain nombre de mouvements défendant les droits de l'homme. Donc, c'est ce document que nous allons examiner dans le détail. Et je vous propose d'abord d'en prendre connaissance. Je vais donc le lire. Victor Louis, agent du KGB assez connu, a déclaré que de l'avis de certaines personnalités officielles, c'est-à-dire à l'évidence d'agents du KGB, la récente explosion du métro de Moscou était l'œuvre d'un groupe de dissidents du type du groupe terroriste Baader-Meinhof. Cette déclaration a suscité une vive discussion dans la presse et à la radio dans le monde entier. Deuxième paragraphe, nous qui représentons divers groupes dissidents en Union soviétique, jugeons indispensable d'attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur le fait que l'utilisation par Victor Louis du terme de groupe dissident pour désigner des terroristes réels ou supposés n'est qu'une provocation délibérée du KGB à seule fin de compromettre le terme même de dissident et de mettre un signe égal entre dissident et terroriste. Troisième paragraphe, le mot de dissident à NURS désigne les membres du mouvement pour les droits de l'homme. Les dissidents ont des opinions politiques, religieuses, philosophiques diverses. Mais ce qui les unit, c'est la volonté d'obtenir le respect des droits fondamentaux de l'homme en rejetant absolument tout recours à la violence ou tout appel à la violence comme moyen de réaliser leur but. Les dissidents rejettent la terreur avec indignation et dégoût. Nouveau paragraphe. Nous nous adressons aux hommes qui travaillent dans les moyens d'information du monde entier en les invitant à n'utiliser le terme de dissident que dans ce sens et à ne pas l'étendre aux individus qui utilisent la violence. Pour nous,
qui participons à la lutte pour les droits de l'homme en Union soviétique et dans les pays d'Europe de l'Est. Il ne s'agit pas simplement d'une question de terminologie. Il ne s'agit nullement d'un problème académique. Les organes de répression en Union soviétique utilisent n'importe quel mensonge, n'importe quelle provocation pour fabriquer les prétextes leur permettant de frapper les dissidents. Ils attribuent à Boukovski la création de groupes d'assaut qu'ils ont eux-mêmes inventés. Ils affirment mensongèrement que le groupe moscovite de surveillance des accords d'Helsinki agit sur les instructions d'une organisation d'émigrés, le NTS. Ils dissimulent chez les dissidents des devises étrangères, de la littérature pornographique et même des armes qu'ils découvrent ensuite lors de leur perquisition. Ce faisant, ils puisent à une riche expérience passée. Les temps ne sont pas encore bien loin où des millions d'hommes parfaitement innocents se voyaient accusés d'espionnage, de terrorisme, de sabotage et disparaissaient à jamais, parés du nom d'ennemis du peuple. Les journaux les couvraient de boue et dans les meetings, des gens effrayés et hébétés hurlaient « Mort aux ennemis du peuple ». Dernier paragraphe. Quelles étaient les véritables raisons de l'explosion de Moscou? Les provocateurs du KGB et les moyens d'information à leur botte s'efforceront d'utiliser ces raisons pour diffamer les dissidents et exciter contre eux les citoyens soviétiques mal informés et désorientés. Car le KGB craint les dissidents plus qu'il ne craint les terroristes. Des dizaines ou des centaines d'agents du KGB passent leur journée à filer les dissidents dont l'activité est absolument publique et légale, au lieu de participer à la chasse aux vrais criminels. Au moment même où nous rédigeons cette déclaration, des voitures bondées de jeunes gens en bonne santé, bien entraînés, montent la garde jour et nuit autour de l'appartement du professeur Yuri Orlov, dirigeant du groupe moscovite de surveillance des accords d'Helsinki. Nous demandons la publication du texte entier de notre déclaration. Nous demandons que l'on comprenne bien que chaque journaliste ou chaque commentateur qui n'établit pas une distinction rigoureuse entre les dissidents et les terroristes vient en aide à ceux qui s'efforcent de restaurer les méthodes staliniennes de répression contre les dissidents. C'est signé Groupe moscovite de surveillance des accords d'Helsinki, Yuri Orlov, Alexandre Gainsbourg, Alexeyeva, Landa. Commission de travail sur l'étude de l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques, Piotr Grigorenko. G5, Comité chrétien de défense des croyants, Gleb Yakoubine, Kapitanchuk, Varsonofi. Groupe d'Amnesty International, Viktor Turchin, Voinovitch, Kornilov, le prêtre Yeloukov. Groupe ukrainien de surveillance des accords d'Helsinki, Mykola Rudenko. Groupe d'initiative pour la défense des droits de l'homme, Tatia Velikanova. Mouvement juif pour le droit d'émigrer en Israël, Asbel, Brailovski, Maïman, Slepak, Ovzischer. Groupe d'initiative pour la défense des droits de l'homme en Géorgie, Kostava. Le document est tiré du livre d'Efrem Yankelevitch et d'André Sakharov, Un an de lutte, publié en France en 1977 aux éditions du Seuil, page 98 à 101. Donc voilà le document sur lequel je voudrais m'appuyer pour décrire ce qu'est la dissidence à l'époque Brejnev. Alors, nous allons commencer, comme dans une bonne analyse de documents, par parler du contexte. On disait toujours aux étudiants, comme d'ailleurs tous mes collègues, qu'avant de s'attaquer à un document, il fallait vraiment connaître à fond le contexte
international, national, local. On ne pouvait rien tirer du texte si on n'était pas vraiment dans l'esprit du temps. Ça veut dire non seulement de la période, mais de l'année, du mois, de ce qui se passe. Alors, quand ce document est publié, cela fait un peu plus de 13 ans que Khrouchtchev a été destitué. Vous vous souvenez, c'était au mois d'octobre 1964. Et Brejnev est devenu premier secrétaire du Parti communiste. Il a très vite rassuré la bureaucratie du parti. Il a peu à peu, disons, conforté son pouvoir. Et on peut dire même que les années 77-78 constituent un peu le sommet de la période Brejnev. Donc, c'est ce que j'ai imaginé sur ce petit schéma. Hein. Donc, arrivée de Brejnev en 64, mort en 82, et entre, décidément, j'ai beau arrêter le... Pardon. Donc, le sommet, là où il est le mieux assis, le mieux considéré, ce sont les années 77-78. Alors, pourquoi je dis que c'est un sommet? Parce que c'est le moment où son bilan économique n'est pas nul. En effet, c'est la période où il encourage, surtout avec Kosygin, les thèses, vous savez, de l'économiste libéral Lieberman, qui vise à, j'en ai parlé, à augmenter la responsabilité des entreprises. Donc, on a l'impression que les choses vont vraiment changer sur le plan économique, que l'État sera moins prenant, moins interventionniste. C'est le moment aussi, je vais en reparler, de l'ouverture à l'Ouest qui apporte à l'économie soviétique un vrai ballon d'oxygène. Cela dit, tout n'est pas terrible. On peut dire même que Brejnev ne parvient pas vraiment à dégripper la machine économique. Il y a d'abord la fatalité, ce n'est pas de sa faute, mais de mauvaises récoltes en 72, en 75, en 77, l'année de ce document. Il y a également la crise mondiale dite du pétrole qui commence avec la guerre du Kippour en 1973 et qui a pour conséquence de diminuer les achats de l'Occident, donc d'accentuer l'endettement de l'URSS. Il y a aussi, d'une manière générale, la résistance de la bureaucratie à toute réforme. Et puis, il y a l'idée quand même de Brejnev de donner la priorité absolue à l'effort d'armement. Donc, ça fait que le bilan économique, je le répète, il n'est pas nul, mais il est loin d'être totalement positif. Bon, en politique extérieure, eh bien, il y a de beaux succès de la part de Brejnev. C'est d'abord le moment essentiel de la détente avec l'Ouest. C'est, si vous voulez, l'apogée de ce qu'on a appelé le duopole américano-soviétique, hein, c'est-à-dire une entente entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et la période Brejnev correspond, je vous le rappelle ici, à 4 présidents des États-Unis, dans l'ordre chronologique Johnson, qui donc succède, vous le savez, à Kennedy, à l'assassinat de Kennedy en 1963, et puis ensuite qui est élu. Il y a Nixon, c'est surtout la principale période d'entente avec l'Union soviétique entre 1969 et 1974. Puis il y a, quand Nixon est obligé de démissionner, il y a Ford, et enfin Jimmy Carter, donc entre 1977 et 1981. Et c'est donc Brejnev profite de ces présidents et de leur ouverture, de leur souhait de mettre fin à la guerre froide, en tout cas de l'atténuer,
pour signer d'abord des accords nucléaires importants, ce qu'on appelle les accords SALT, hein, qui sont signés en 1972. En un mot, ces accords gèlent durant 5 ans toutes les armes stratégiques. Donc, ce n'est pas rien, même si c'est provisoire. Des accords commerciaux importants sont signés donc entre 70 et 75, donc pendant surtout la période de Nixon. C'est le moment où les exportations occidentales vers l'Union soviétique quadruplent. Donc, c'est quand même important. Hein. C'est le moment aussi de l'ost politique, mais là, ça fait partie des accords politiques qui sont signés. Donc, à l'époque, toujours Nixon, Brejnev s'entend pour encourager de nouvelles relations entre l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, qui fait partie du bloc occidental, et l'Allemagne de l'Est, la RDA, qui fait partie du camp soviétique. Et des accords sont signés entre 69 et 72 qui vraiment changent d'un point de vue économique les choses entre les deux Allemagnes et qui permettent aussi des échanges culturels tout à fait importants. Certains disent que le mur a commencé à tomber à partir de ces accords des années 69-72. Et puis, il y a un accord extrêmement important sur la sécurité européenne qui est signé le 1er août 1975 à la fin de la conférence d'Helsinki, une conférence qui a regroupé 33 pays d'Europe, dont l'Union soviétique. Tous les pays s'engagent à respecter la souveraineté des autres pays, à ne pas recourir à la force, à reconnaître dans leur pays toutes les libertés fondamentales des hommes, à reconnaître le droit des minorités nationales. Donc ça veut dire que par les accords d'Helsinki, l'Union soviétique, Brejnev, se sont engagés à respecter les droits de l'homme dans leur pays. Alors, ça change tout et rien. Ça change tout parce que c'est un principe, ils ont signé, ceci a permis à l'Union soviétique en contrepartie d'avoir donc des accords commerciaux. Hein. Donc, c'est signé, c'est très important, mais évidemment, ça ne veut pas dire que ça sera mis en pratique. Mais au moins, désormais, les dissidents dont nous allons parler aujourd'hui pourront se battre avec à la main, d'une main, la Déclaration des droits de l'homme, la fameuse déclaration donc prise par l'ONU, et puis à l'autre, les accords d'Helsinki, en disant attention au gouvernement, vous ne respectez pas les accords d'Helsinki. Donc, c'est extrêmement important. Alors, c'est une période aussi de grande offensive de la part de Brejnev dans les pays du tiers-monde, notamment la période 75-80, c'est-à-dire c'est les dernières années de Brejnev, même si Brejnev meurt en 82, mais il est déjà plus que l'ombre de lui-même de 3 ou 4 ans avant son décès. Donc là, c'est vraiment une grande offensive. La conjoncture est favorable parce que les accords d'Helsinki confèrent à l'Union soviétique un brevet international de pacifisme, de bonne conduite. D'autre part, les États-Unis sont traumatisés par l'affaire du Vietnam, l'arrivée de présidents pacifistes comme Carter. Donc, Brejnev va en profiter, hein, et en 5 ans, entre 1975 et 1980, on peut dire que Brejnev l'Africain, comme l'appelle Hélène Carrère-Dancos, eh bien, se taille un vaste empire. Il intervient en Angola, c'est le moment donc de la décolonisation portugaise. Il intervient en Éthiopie. Et ce n'est pas simplement des interventions, mais ce sont des intérêts, des liens très forts qui sont noués entre l'Union soviétique et ces pays.
c'est bien sûr, dont nous reparlerons, j'espère, l'intervention en Afghanistan, qui est capitale, hein, et qui va devenir plus tard un véritable Vietnam, un bourbier pour l'Union soviétique, mais dans un premier temps, ça apparaît comme une intervention puissante. Bref, Brejnev n'arrête pas de passer des pactes avec les pays du tiers-monde et on parle à son sujet de pactomanie. Mais incontestablement, en politique extérieure, on considère ça comme des succès. Euh, Aujourd'hui, pendant mon cours, je ferai certainement plus d'une fois, et je vais commencer tout de suite, je vais faire des comparaisons avec la période actuelle en Union soviétique, en Russie aujourd'hui, avec Poutine. Bien là, il y a une première comparaison. De même que en Occident et en France notamment, certains applaudissent Poutine parce qu'il a récupéré l'Ukraine, il occupe une partie, il a récupéré la Crimée, il occupe une partie de l'Ukraine, parce qu'il occupe une partie de la Géorgie, il intervient en Arménie, il intervient bien sûr au Moyen-Orient, en Libye, et donc comment dirais-je, l'image pour certains, hein, qui privilégient évidemment les offensives, l'image de Poutine aujourd'hui peut apparaître comme positive. Ben, pour Brejnev, c'est pareil, hein, il intervient, etc., tout ça, mais en réalité, évidemment, c'est toujours au mépris, que ce soit Brejnev hier ou aujourd'hui Poutine, c'est au mépris la plupart du temps, des droits nationaux et des droits de l'homme. Bon, alors, dans ce bilan de Brejnev, donc au bout de 13 ans, qui a des aspects positifs, ou considérés tels, il y a quand même un gros caillou dans la chaussure de Brejnev, c'est qu'il y a une poussée très marquée de l'opposition. Alors, cette opposition, elle se décline, je l'ai dit, en plusieurs catégories, hein, et en particulier, il y a la poussée des nationalismes dont j'ai parlé, qui est la plupart du temps plutôt violente. J'en ai donc parlé pour la Géorgie, l'Arménie, l'Ukraine et les pays baltes. Je n'y reviens pas. Mais c'est évident que, de même que pour Poutine, la Tchétchénie, ce qui se passe également, les contestations qui se passent à l'intérieur même de la Russie aujourd'hui, tout cela lui cause de gros soucis et l'inquiète. Eh bien, cette poussée des nationalismes, c'est la même chose pour Brejnev à cette époque. Et puis, il y a, en même temps que cette poussée des nationalismes, une montée de la dissidence. Donc, je fais ce schéma élémentaire pour montrer qu'il y a donc concomitance entre ces deux mouvements, c'est-à-dire une opposition violente, les nationalismes, et une opposition non violente, la dissidence. Et il faut toujours bien distinguer les deux. Quand j'ai lu tout à l'heure le document, vous avez déjà noté combien les rédacteurs de ce document, qui sont des dissidents, insistent pour dire attention, hein, nous ne sommes pas une opposition violente. Alors, qu'est-ce qu'on entend par montée de la dissidence? Faisons un peu l'historique de ce concept et puis de ce qui est devenu un mouvement. Bien, personnellement, je dis personnellement parce que je me suis quand même intéressé de près avec un collègue ami de Pau qui s'appelle Jean Chiama. Donc en 81-82, nous avons publié aux éditions du Seuil un gros livre de plus de 500 pages appelé Histoire de la dissidence en URSS et dans les démocraties populaires. Bon. Donc, on a eu l'occasion quand même de réfléchir tous les deux, et bon, moi en particulier, bien sûr, mais lui aussi, Jean Chiama aussi. Donc, nous avons eu l'occasion de réfléchir
sur ces mouvements. Donc, nous faisons partir la dissidence de cette manifestation dont on a peu parlé dans le monde, celle du 5 décembre 1965. Il est 18 heures, sur une place, petite place qui se trouve au centre de Moscou, la place Pouchkine, il y a une manifestation d'étudiants et d'intellectuels, mais surtout d'étudiants, de jeunes. Et il y a des pancartes, et sur ces pancartes, on lit que le mouvement est en faveur de deux poètes qui ont été arrêtés au mois de septembre, Signavski et Daniel. Libérer Signavski et Daniel. Bon, alors cette manifestation, c'est peu de choses, 200 personnes. Aussitôt, les forces de la milice, c'est-à-dire la police, interviennent très très vite et la manifestation est dispersée, des arrestations ont lieu. Bon, on n'en parlerait pas aujourd'hui si quelques correspondants de journaux occidentaux n'avaient été alertés. Mais c'est très important parce que nous sommes à une époque où il n'y a pas de manifestation, c'est interdit les manifestations, c'est impensable en Union soviétique. Donc il y a la nouveauté de la manifestation, puis il y a le fait que cette manifestation, pour protester contre deux poètes qui avaient osé publier leurs poèmes, faire publier leurs poèmes à l'étranger. J'ai rencontré, c'était ma collègue d'ailleurs à Toulouse, hein, la personne, elle était toute jeune étudiante à Moscou à cette époque-là, c'est elle dont le père travaillait à l'ambassade de France, qui a accepté de transporter dans ses bagages, un jour qu'elle revenait en France, les manuscrits de Signavski et de Daniel et qui les a fait publier. Bon. Donc, on les a arrêtés parce que c'est interdit, le monopole de l'impression, de l'édition est réservé aux partis. Ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils sont condamnés. Mais il y a protestation pour la première fois. Et donc, des gens sont arrêtés lors de la manifestation et il y aura de nouvelles manifestations pour protester contre l'arrestation de ceux qui ont été arrêtés lors de cette manifestation. Et c'est un cycle, c'est un début, si vous voulez, d'une série de manifestations pacifiques, et c'est ainsi que se crée le mouvement de la dissidence en Union soviétique à partir donc de cette manifestation. Autre fait extrêmement important, il y a un homme qui était très connu parce que c'était le plus grand physicien de l'Union soviétique, Andreï Sakharov, qui, après avoir servi le régime, entre en dissidence. C'est-à-dire qu'en 1966, Sakharov ose, il faut un courage absolument extraordinaire, dire « je ne suis plus d'accord avec le régime, je souhaite qu'il y ait un respect absolu des droits de l'homme en Union soviétique. » Et il crée un groupe de défense des droits de l'homme. Bien entendu, il va être aussitôt traîné dans la boue par le régime, vilipendé, menacé, il sera mis en exil à Gorky, il sera libéré uniquement sous la période de Gorbatchev, mais tout le monde, dans le monde entier, apprend que Sakharov a rejoint le groupe des dissidents. Et c'est un apport extraordinaire. Ensuite, un troisième fait que je veux signaler, c'est la diffusion, l'extension de ce qu'on appelle le samizdat. Ça veut dire en russe auto-édition. Le samizdat, c'est tout simplement, j'en ai déjà parlé, ce sont des publications clandestines. Donc, quelques personnes se procurent une machine à écrire, ce qui est très difficile, parce que les machines à écrire sont numérotées, il y en a uniquement dans les services officiels,
Et donc, c'est très difficile. Donc, quand ces personnes arrivent à se procurer une machine à écrire, du papier carbone qu'on appelle, les plus âgés d'entre vous savent comme moi que ça permettait ainsi de faire 3, 4, 5 copies en les mettant donc, enfin en les ajoutant les unes aux autres. Donc ça fait 5 copies qu'on distribue à 5 personnes en demandant à ces personnes de faire elles-mêmes, si possible, d'autres copies et ainsi se diffusent des écrits. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces écrits? Bon, parfois, il peut y avoir simplement 3-4 pages. D'autres fois, 50, 100 pages. Et alors, il y a en priorité des protestations en disant le KGB a arrêté un tel pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques, et ils seront jugés tel jour où ils ont été jugés, ils sont au goulag. Ensuite, il peut y avoir des poèmes, des nouvelles qui n'ont pas pu être publiées dans les éditions officielles. C'est irrégulier. Bien entendu, c'est très dangereux à fabriquer, très dangereux à diffuser. Donc, la plupart des personnes, des citoyens soviétiques, ne veulent rien savoir hein, donc se mettent à l'abri. Représentez-vous, pendant la Seconde Guerre mondiale, les tracts des résistants, si les nazis en trouvaient chez vous, vous étiez arrêté, parfois condamné, sinon fusillé. Bon, donc là, c'est la même peur, la même ambiance. Donc le mouvement dissident, je tiens à le dire, est un mouvement extrêmement minoritaire, au départ en tout cas, mais il existe et il se développe. Donc, sous Brejnev, quitte à me répéter, il y a ces deux types de manifestations, une opposition violente, représentée surtout par les poussées des nationalismes, et une opposition non violente représentée par la dissidence. Donc, je suis toujours dans l'introduction de ce document. Donc, je viens de faire le point sur le régime Brejnev en 1977, quels étaient ses points forts, ses points faibles, et j'en arrive à l'événement qui a motivé le document que je veux commenter, c'est que dans le métro de Moscou, le 8 janvier, une explosion intervient et avec beaucoup de dégâts, 3 explosions quasi simultanées, 7 morts, 37 blessés. Le superbe métro de Moscou, donc construit par Staline sur les ordres de Staline, ce qui devait être le palais du peuple, donc d'une manière, pour certaines stations, presque somptueuse. Et bien, dans ce métro, un attentat en janvier 1977 qui fait 7 morts et 37 blessés. Alors, aussitôt, les dissidents se mobilisent parce que immédiatement, le KGB fait circuler le bruit en disant l'attentat, ce sont les dissidents. Et tout cela pour dresser un peu plus l'opinion contre les dissidents et préparer une répression. Donc, 6 jours seulement après l'explosion, le 14 janvier, Andreï Sakharov, qui joue le rôle un peu de leader du mouvement dissident, et d'autres responsables, comme un autre physicien, Orlov, qui certainement a signé le texte, eh bien, s'élève contre les allégations officielles disant que l'attentat aurait été commis par les milieux dissidents. Et il publie donc ce texte que je vous ai proposé, que nous allons commenter pour mieux connaître donc le mouvement dissident. Oh là là, tout ça. Je reviens à l'arrière. Voilà. Donc, je commence par le premier paragraphe, car dans un commentaire, donc, reprenons la méthode.
il y a la présentation, le contexte, quelques mots sur l'auteur, et ensuite il y a l'analyse, puis la synthèse, et la critique. Donc là, nous allons faire l'analyse du document. Alors, dans ce premier paragraphe, on parle d'un certain Victor Louis, agent du KGB assez connu, dit-on. Alors, effectivement, ce Victor Louis, qui était né en 1928, c'est le seul citoyen soviétique à être correspondant d'un journal étranger, l'Evening News de Londres. C'est le seul dont l'épouse est autorisée à représenter à Moscou deux grandes firmes occidentales, le seul qui soit autorisé à avoir des comptes bancaires en Europe occidentale et aux États-Unis. Bref, tout le monde sait que Victor Louis, c'est un agent secret soviétique, donc, qui est très connu des services occidentaux. Donc, Victor Louis aurait déclaré que la récente explosion du métro de Moscou était l'œuvre d'un groupe donc, de dissidents du même type que le groupe Baader-Meinhof. Un mot sur le KGB. Vous savez que le KGB donc, était responsable de la sécurité de l'État soviétique avec 4 missions principales: la police politique, la recherche de renseignements à l'étranger, la défense de l'ordre intérieur et le contre-espionnage. Alors, le KGB avait été créé une semaine après la mort de Staline, donc en mars 1953, mais il n'avait fait que succéder à un organisme du même type qu'on appelait le MVD à l'époque de Beria, la Tchéka à l'époque de Lénine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le KGB dépendait directement du comité central du Parti communiste. Alors à l'époque, on pense qu'il occupait 700 000 personnes, dont 6 000 au moins à l'étranger. Poutine sera un agent du KGB en Allemagne de l'Est, par exemple. Et j'ajoute que depuis 10 ans, à l'époque, depuis 1967, il est dirigé par un homme de qualité, Yuri Andropov, qui deviendra quelque temps premier secrétaire de l'Union soviétique. Un mot sur ce groupe terroriste Baader-Meinhof. C'est un groupe international relativement connu, donc qui a appartenu à ce qu'on appelait en Allemagne la fraction de l'armée rouge. C'est un groupe qui était notamment caractérisé, il y avait 26% de femmes, ce qui était très rare à l'époque. Alors, le chef, Andreas Baader, a été arrêté en 1968, puis libéré par un commando le 14 mai 1970, commando qui comprenait notamment Ulrike Meinhof, cette femme, donc. Baader sera repris en 1972 et on le retrouvera mort en cellule avec 2 autres chefs historiques, morts assez suspectes. Alors, deuxième paragraphe, on nous parle donc, nous qui représentons différents groupes dissidents, et j'ajoute le dernier paragraphe où il y a la signature, donc, enfin il y a le nom de tous les groupes représentant donc les dissidents. Alors, vous le voyez, le premier groupe, le groupe moscovite de surveillance, il y a Yuri Orlov, j'ai mis la photo, c'est un physicien connu, moins que Sakharov, mais connu, et c'est lui vraisemblablement qui a rédigé, avec l'accord de Sakharov, le texte que j'explique. Bon, je pourrais parler également de Gainsbourg, mais des autres, mais on n'en finirait pas. Après, il y a la commission de travail sur l'étude de l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Alors, il faut dire que
Brejnev avait inventé, enfin c'est pas lui, mais ses sbires, avait inventé un un nouveau goulag, le goulag psychiatrique. C'est-à-dire que les dissidents étaient arrêtés. Comme ils n'étaient pas d'accord avec le régime communiste, on considérait qu'ils étaient simples d'esprit, ils n'avaient pas, si vous voulez, un comportement normal. Donc, on les mettait dans un hôpital psychiatrique spécial, où là, on les soumettait, on les droguait à de véritables tortures. Et donc, ils ressortaient 2 ans, 3 ans, 4 ans après, comme complètement décérébrés souvent. C'était et donc, Piotr Grigorenko, qui était un général de l'armée soviétique et qui, comme Sakharov, a osé abandonner ce poste important, plein d'honneur, pour passer à la dissidence, défendre notamment donc les dissidents qui étaient envoyés à l'hôpital psychiatrique spéciaux et pour défendre également les Tatars de Crimée. Après, il y a le comité chrétien de défense des croyants avec un prêtre, Gleb Yakunin, donc le groupe d'Amnesty International. Donc Amnesty International, cette grande organisation basée à Londres qui s'intéresse à tous les gens qui, dans le monde entier, sont privés de liberté. Et donc, ils avaient beaucoup à faire en Union soviétique. Donc, le groupe ukrainien de surveillance des accords d'Helsinki, j'ai parlé tout à l'heure des accords d'Helsinki. L'Union soviétique, Brejnev s'était engagé à respecter à Helsinki les droits de l'homme. Donc, il y avait des groupes qui étaient censés surveiller pour savoir si vraiment on respectait ou non les accords d'Helsinki. Bon, groupe d'initiative pour la défense des droits de l'homme, pas de commentaires. Le mouvement juif pour le droit d'émigrer en Israël, parce que le régime freinait énormément, alors qu'il existait toujours un antisémitisme en Union soviétique, donc beaucoup de juifs voulaient partir en Israël, mais c'était très compliqué, très difficile. Donc il y avait un mouvement pour essayer de faciliter ce départ. Alors, je fais remarquer donc les origines de ces groupes dissidents. Cette origine est diverse. Beaucoup sont de Russie, mais il y a un groupe d'Ukraine, un groupe de Géorgie. Donc, c'est bien vraiment les dissidents représentent l'Union soviétique et pas simplement la Russie. L'équipe de droit défendu, je viens de le dire, je le récapitule rapidement, il y a toutes sortes de droits, le droit des personnes, le droit, enfin, la défense contre la torture, les droits religieux, le droit des personnes, le droit d'émigrer. Donc, les objectifs des dissidents sont très vastes. Les bases juridiques des groupes, parce que comme ces groupes se veulent légalistes et non violents, ils se battent toujours, je le disais tout à l'heure, avec en référence des textes officiels. Alors, les textes qui sont utilisés par les dissidents sont variables. Il y a les accords d'Helsinki, il y a la constitution soviétique, notamment la nouvelle constitution qui paraît justement en 1977 et qui reconnaît en principe le droit des citoyens, tous les droits, droit de se déplacer, droit de parole, droit de créer des associations, tout ça. En principe, la Constitution donc est très ouverte. La Déclaration universelle des droits de l'homme, prise par l'ONU après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà les bases. Ensuite, ces groupes sont affiliés à des organisations comme Amnesty International ou à des groupes religieux. Voilà, donc, alors je continue l'analyse. Le mot de dissident en use désigne les membres du mouvement pour les droits de l'homme. Alors, dans ce paragraphe, les auteurs rappellent, on dirait presque qu'ils martèlent, hein, dans ce texte, et notamment dans ce paragraphe, que être dissident, ça veut dire se battre pour obtenir le respect des droits de l'homme, et ça veut dire qu'on rejette toute violence. Donc, pour eux, un dissident, c'est très simple.
c'est quelqu'un qui combat pour faire respecter les droits de l'homme et qui se refuse à toute violence. Ensuite, dans le 4e paragraphe, donc, il commence en disant « Nous nous adressons aux hommes qui travaillent dans les moyens d'information du monde entier ». Alors, effectivement, les dissidents n'ont guère d'interlocuteurs à l'époque occidentaux en Union soviétique, parce qu'il y a très peu de journalistes occidentaux en Union soviétique. Avant 1957, par exemple, il n'y avait aucun correspondant permanent des journaux occidentaux à Moscou. Aucun. Sauf, bien sûr, pour l'Humanité et un pour l'agence France-Presse. Bon. Après la mort de Staline, les choses ont changé sous Khrouchtchev et la plupart des très grands journaux occidentaux ont envoyé un correspondant, mais très surveillé, du matin au soir, par des gens du KGB, et au moindre article en défaveur du régime, rapatrié dans le pays d'origine. Donc, c'était très difficile. Je me souviens m'être disputé en Albanie, je l'ai déjà raconté, je le raconte, avec un monsieur là qui était, c'était le matin, je prenais le café là à l'hôtel et il y avait à côté de moi un Français que je ne connaissais pas et on s'est mis à discuter sur l'état du pays, de l'Albanie. Et bon, moi j'avais une vision déjà catastrophique, c'était un état lamentable, moyenâgeux, et lui au contraire soutenait que, bon. Et à un moment donné, il s'énerve, il me dit, mais monsieur, vous ne savez pas à qui vous parlez. Et je dis non. Il me dit, je suis Robert Lecomte, directeur adjoint du Figaro Magazine, 10 ans de correspondant à Moscou. Alors, je lui fais, avec beaucoup d'impertinence, oh, monsieur, il n'y a pas de quoi se vanter d'avoir été 10 ans correspondant à Moscou, parce que ça prouve simplement que vous aviez les chines souples pour que on vous, le KGB, les autorités vous conservent durant autant d'années. Inutile de vous dire qu'il n'était pas content. Alors, ensuite, j'attire votre attention sur le fait que le texte dit « Nous participons à la lutte pour les droits de l'homme à NURS et dans les pays d'Europe de l'Est ». Donc, le combat des dissidents n'est pas limité ni à la Russie, ni à l'Union soviétique, mais s'étend sur les pays satellites, ce qu'on appelle les démocraties populaires d'Europe de l'Est. Ensuite, on fait allusion à Boukovski. C'est une figure de dissident que j'ai beaucoup appréciée. Nous avons le même âge et j'ai souvent un peu dans ma tête comparé, tandis que moi, à 17 ou 18 ans, je m'en vais à l'université pour faire des études d'histoire. Lui, parce qu'il a manifesté, il est déjà à cet âge-là très monté contre le KGB, contre le régime autoritaire. Il est aussitôt arrêté, envoyé au goulag et il fera plus de 20 ans donc, en prison. Il sera échangé en 1976 contre un Chilien communiste, Corvalán. À un moment donné, donc, dans ce texte, on parle d'une organisation d'émigrés, le NTS, c'est-à-dire c'est l'Union des solidaristes russes. C'est une organisation qui avait été créée effectivement donc, dans les années 30, en 1930 exactement, par des émigrés russes qui se trouvaient à Belgrade. Ils avaient une intense activité de propagande avec infiltration en Russie, des traques, et c'était devenu, le NTS, la bête noire du KGB et du régime. Donc, chaque fois qu'ils voulaient charger quelqu'un, ils disaient ce sont des agents du NTS. Ce qui n'a aucun rapport avec les dissidents. Et les dissidents ont bien raison de protester.
Je reviens sur cette phrase, car le KGB craint les dissidents plus qu'il ne craint les terroristes. Là aussi, permettez-moi de faire une analogie avec la situation actuelle. Donc, avec, en Russie, Poutine, donc, qui lutte contre Navalny, on peut l'appeler ce dissident au comportement pour le moment tout à fait remarquable. Et je lis les mêmes choses dans le journal. Je lis Poutine craint beaucoup Navalny et surtout tous les fidèles, tous ceux qui l'entourent. Pourquoi? Parce qu'il a réussi enfin à dénoncer un certain nombre de tares du régime poutinien et parce qu'il a l'oreille des Occidentaux. Et à l'époque de Brejnev, c'était la même chose. On craignait surtout que les méfaits du régime puissent être dénoncés dans des journaux occidentaux. Parce que tous les régimes autoritaires, contrairement à ce qu'on imagine, ils sont très, très soucieux de leur image. Même aujourd'hui, la Corée du Nord, par exemple, donc la Chine, pareil. Hein. Donc le KGB était mobilisé vraiment pour faire en sorte que les dissidents n'aient pas de contact avec les journalistes occidentaux. Et il y avait des dizaines d'agents du KGB qui les filaient jour et nuit. Alors, après cette analyse très rapide, hein, vous seriez étudiant de Soulet il y a 40 ans, vous auriez été, il aurait exigé une analyse autrement plus précise du texte. Mais ce n'est pas votre cas, vous l'avez échappé belle. Alors, autre élément d'un commentaire de document, quel est l'apport du document? Bien, je le résume. Pour moi, ce document apporte beaucoup de choses. D'abord, il éclaire bien les objectifs des dissidents. Je les rappelle, la défense des droits de l'homme, la non-violence comme méthode, la structuration en groupe, les lieux d'action assez variés, la Russie, mais aussi la Géorgie, l'Arménie, toute l'Europe de l'Est, quelques leaders, parmi les plus connus, Sakharov, Orlov, le général Grigorenko, les milieux qui sont concernés, des intellectuels en majorité, mais pas uniquement. J'ai parlé de Vladimir Boukowski tout à l'heure, ce n'était pas un intellectuel, hein, au départ en tout cas. C'est un ouvrier, hein, mais la majorité étaient des intellectuels. Alors, ce qui est tout à fait nouveau et ce que ce texte montre remarquablement bien, c'est l'entente, la solidarité entre tous ces groupes, car on aurait pu craindre un émiettement en raison de la différence de nature des groupes, émiettement aussi en raison de la diversité des lieux. Ce n'est pas le cas. Ces gens, et il n'y a pas encore de mobile, il n'y a pas Internet, mais ces gens arrivent donc à communiquer entre eux. La preuve, ils signent un communiqué commun. C'est tout à fait remarquable. Et Brejnev a raison de trembler. C'est nouveau. Alors, le texte est intéressant aussi parce qu'il éclaire bien la répression et les types d'actions de la répression. D'abord, le texte nous parle des agents du KGB. Alors, il y a des agents clandestins, comme ce soi-disant journaliste Victor Louis, qui est cité plusieurs fois dans le texte, donc qui jure les grands dieux qu'il n'appartient pas au KGB, mais tout le monde sait qu'il y appartient. Et puis, le texte nous parle de fonctionnaires qui font le guet, qui traquent les dissidents, des dizaines, jeunes souvent, bien portants. Donc, on voit bien que le KGB, ce n'est pas que quelques individus. On voit aussi les méthodes du KGB. Bon, il y a la surveillance, la filature, il y a aussi les perquisitions,
Alors, les perquisitions où le KGB découvre, soi-disant, des devises étrangères. Donc, ça prouve, d'après lui, que, bien entendu, les dissidents sont en cheville avec les Américains, les Occidentaux, d'une manière générale. Des devises qui ont souvent été mises là par le KGB et qui fait semblant de les découvrir. Pour la littérature pornographique, c'est la même chose, ou la détention donc d'armes. Ce sont souvent des armes mises là par le KGB. Et aujourd'hui, avec l'affaire Navalny, bien, il y a on trouve tout à fait les mêmes méthodes. Empoisonnement, j'aurais pu le mettre aussi. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Ce document montre aussi la manière de dénigrer, si vous voulez, les dissidents par la police, par le KGB. Eh bien, on n'emploie pas encore le terme de fake news, les fausses nouvelles, mais c'est déjà le fait. Hein. Ne serait-ce que comment dirais-je, de dire les terroristes sont des dissidents, les dissidents sont des terroristes. Ils sont liés avec la CIA américaine, ils sont liés avec l'Organisation des émigrés de l'NTS. C'est faux, mais on le dit, on le répand. Et puis, il y a les peurs du KGB qui sont bien décrites dans ce texte. Le KGB, je l'ai dit, craint toutes les personnalités qui sont connues, reconnues. On ne s'en prend pas à Sakharov comme à un simple individu. On le verra avec Solzhenitsyn, par exemple, aussi. Hein. Le KGB aussi semble démuni face à la stratégie de la non-violence. C'est le génie de cette nouvelle forme, la dissidence. Ne pas s'opposer avec violence, mais se battre avec les textes, se battre sans armes. Donc, c'est vraiment une nouvelle forme et une forme remarquable. Bien entendu, ça rappelle Gandhi et la non-violence. J'ajoute enfin que le document confirme l'intensité de la répression à l'époque Brejnev. Parce que croire que le goulag a disparu avec la mort de Staline, ce serait ridicule et une contre-vérité. Certes, à la mort de Staline, des centaines de milliers de droits communs ont été libérés du goulag. C'est exact. Mais il reste des camps, 1976, des prisons, et on a créé, je l'ai dit tout à l'heure, ces fameux hôpitaux psychiatriques spéciaux. Alors je termine cette analyse de document par la suite des événements rapportés par le document. Eh bien, l'attentat donc a eu lieu dans une station, la station Pervomaïskaya de Moscou, qui est fermée au public. 2 autres explosions ont lieu à Moscou, pas dans le métro, dans une épicerie et dans une rue. Et on ne dit rien, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Il faut attendre 2 jours plus tard, c'est comme ça dans un régime autoritaire. Et 3 mois plus tard, 3 hommes sont accusés donc d'avoir organisé les explosions. Zatikian, Stepanian et Bagdasarian. Vous voyez, d'après leur nom, c'est 3 Arméniens, parce qu'on veut frapper avant tout, c'est l'Arménie. On veut mettre au pas l'Arménie. Le procès sera tenu secret et on ne divulguera le verdict, la mort par fusillade, que plus tard. Alors, je reviens sur les accusés. Zatikian s'est dit non coupable et a nié jusqu'au bout. Le second a avoué partiellement sa faute et Bagdasarian, lui, a reconnu tout. Je disais il y a un instant, la procédure a été accélérée, donc pas de procès public.
hein, et dès que le verdict de mort est prononcé, 3 jours plus tard, ils sont fusillés, sans avocat, sans rien. Donc, les dissidents feront des enquêtes par la suite compliquées sur l'affaire et ils seront persuadés que, par exemple, Zatikian a été accusé et condamné à tort. Il n'aurait même pas été là au moment de l'explosion du métro de Moscou. Et encore aujourd'hui, donc, on ne peut pas avoir, en main les documents de cette affaire. Donc, même si il est évident que des Arméniens y ont été mêlés, il est évident aussi qu'on a grossi l'affaire et pour faire retomber l'attentat sur l'ensemble de la dissidence. Ça veut dire que le mouvement commençait à préoccuper beaucoup le régime. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous donne un lien avec YouTube, parce que quand c'est un cours en vidéo, je ne peux pas passer des vidéos. Donc, je vous donne ce lien si vous voulez aller voir cette vidéo. Si nous avions eu cours en présentiel, je vous l'aurais montré. Je vous remercie. Je vous souhaite donc ce qu'on appelle de bonnes vacances, mais je répète, profitez-en un petit peu pour aller voir sur le site radio et sur le site vidéo des documents que vous n'avez pas eu l'occasion donc de visionner. Merci pour votre attention et à bientôt.